Arrêtez-vous un instant, car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une motivation bon marché, ni de belles phrases pour vous faire sentir bien. Ce sont des vérités crues, directes et si puissantes que si vous les appliquez chaque matin, elles peuvent reprogrammer votre esprit plus rapidement que des années de plaintes ou d'excuses. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des outils mentaux, des coups de réalité et des rappels qui vous redonneront le contrôle de votre vie quand vous en aurez le plus besoin. La plupart des gens se lèvent chaque jour avec les mêmes soucis, répètent les mêmes erreurs et attendent que quelque chose change, sans rien changer. Vous n'allez pas faire cela. Aujourd'hui, ici, vous allez entendre des phrases qui non seulement éveillent votre esprit, mais vous obligent à agir. Préparez-vous, car certaines feront mal, d'autres vous feront sourire, mais toutes vous pousseront à vous lever avec la détermination d'un guerrier. Si vous les laissez entrer, vous ne recommencerez plus jamais une journée identique. Avant de commencer, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Allez tout de suite dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui, je décide de mon destin. Je suis stoïque ». Faites-le avec conviction, pas seulement comme des mots en l'air. Écrivez-le pour qu'il reste gravé dans votre esprit, pour que votre subconscient le reçoive comme un ordre et commence à travailler dans ce sens. Que ce soit votre engagement public envers vous-même, une déclaration que vous prenez le contrôle aujourd'hui, que vous n'allez plus vivre en pilote automatique. Car chaque fois que vous l'écrivez, vous renforcez l'idée que vous avez le pouvoir de diriger votre vie, quoi qu'il arrive à l'extérieur. N'y réfléchissez pas trop. Allez-y, commentez, puis continuez à écouter, car ce qui va suivre va renforcer l'engagement que vous venez de prendre. Leçon 1. Lorsque vous apprenez à survivre sans personne, vous pouvez survivre à tout. Lorsque vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de la présence, de l'approbation ou de la compagnie de quelqu'un d'autre, quelque chose change profondément en vous. Vous ne marchez plus avec la peur de vous retrouver seul, ni ne vous accrochez à des relations ou à des situations par crainte de ne pas savoir quoi faire sans elles. La solitude cesse d'être un ennemi et devient un lieu de repos, de clarté et de force. Apprendre à être avec soi-même, sans dépendre des autres pour combler vos vides, est un acte de puissance silencieuse qui transforme votre façon d'affronter la vie. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas que vous n'avez besoin de personne ou que vous devez vivre isolé. Cela signifie que votre équilibre ne s'effondre pas si les gens changent, s'éloignent ou même vous déçoivent. La vérité est que le monde est en constante évolution. Ce que vous avez aujourd'hui peut changer demain. Si votre paix est liée à des facteurs externes, votre bien-être sera aussi instable que ce à quoi vous vous accrochez. C'est pourquoi apprendre à construire votre propre base émotionnelle revient à ériger une forteresse intérieure. Rien ni personne ne pourra la détruire. Commencez par reconnaître que votre bonheur ne dépend de personne d'autre que vous-même. Beaucoup de gens tombent dans le piège de penser qu'ils seront comblés lorsqu'ils trouveront la bonne personne ou lorsque leur environnement sera parfait. Cette illusion crée une dépendance. Et la dépendance est la racine de l'insécurité. Si vous basez votre stabilité sur les autres, vous vivez dans l'angoisse constante que quelque chose change. Et tôt ou tard, tout change. Travailler sur votre bien-être émotionnel implique de vous connaître en profondeur. Demandez-vous, de quoi ai-je besoin pour me sentir en paix? Quelles activités me nourrissent vraiment? Quelles limites dois-je fixer pour protéger mon énergie? Il est essentiel de consacrer du temps à ces questions, car c'est là que vous construisez une vie qui ne s'effondre pas sous les coups du monde extérieur. Lorsque vous apprenez à vous donner ce que vous attendiez auparavant des autres, vous devenez votre propre source de soutien. L'autonomie émotionnelle se développe en pratiquant consciemment des moments de solitude. Je ne parle pas de vous déconnecter complètement, mais de passer du temps avec vous-même, sans distraction, sans téléphone, sans chercher à remplir le silence. C'est là que vous découvrez que vous pouvez apprécier votre propre compagnie, réfléchir, guérir et réorganiser vos pensées. Au début, cela peut être inconfortable, mais avec le temps,
cela devient l'un des plus grands plaisirs, celui de n'avoir besoin de rien pour se sentir bien. Cela implique également de cesser de rechercher constamment la validation extérieure. Les réseaux sociaux, l'opinion des autres, le besoin d'approbation, tout cela alimente la dépendance émotionnelle. Lorsque vous apprenez à valider vos propres décisions, à faire confiance à votre jugement et à vous soutenir même lorsque les autres ne sont pas d'accord, vous cessez de vivre en fonction de ce que le monde attend de vous et vous commencez à vivre en accord avec qui vous êtes vraiment. Selon le stoïcisme, celui qui maîtrise son fort intérieur maîtrise toutes les circonstances. La véritable liberté consiste à ne pas être esclave des absences ou des présences. Être émotionnellement indépendant ne signifie pas que vous n'aimez pas, que vous ne créez pas de lien ou que vous n'appréciez pas la compagnie des autres. Cela signifie que votre amour et votre bonheur ne sont pas des chaînes, mais des choix libres. Tu peux partager ta vie sans craindre de te perdre dans une autre personne. Tu peux donner sans attendre et recevoir sans t'attacher. Cela ne se construit pas du jour au lendemain, mais chaque pas que tu fais vers ton autonomie te rend plus fort. Commencez par prendre soin de votre santé mentale, comme vous prenez soin de votre corps. Mettez en place des routines qui vous permettent de rester stable, même si tout autour de vous est chaotique. Apprenez à respirer avant de réagir, à faire une pause avant de prendre une décision et à vous parler avec la même gentillesse que vous accorderiez à quelqu'un que vous aimez. Le résultat de tout cela est une stabilité que personne ne peut ébranler. Vous pouvez traverser des ruptures, des pertes, des changements radicaux et rester debout. Non pas parce que vous ne ressentez pas de douleur, mais parce que vous avez appris à ne dépendre de rien ni de personne pour guérir et aller de l'avant. Et lorsque vous atteignez ce stade, vous n'avez plus peur de ce qui peut arriver, car vous savez que quoi qu'il arrive, vous disposez des outils internes pour survivre. À ce moment-là, vous découvrez que votre vie n'est plus une question d'éviter la solitude, mais de choisir avec qui partager votre temps, par liberté et non par nécessité. Et là, l'indépendance émotionnelle devient votre plus grande richesse, car lorsque vous apprenez à survivre sans personne, vous pouvez vraiment survivre à tout. Leçon numéro 2. Peu importe combien vous souffrez, hier ne changera pas et l'angoisse n'écrira pas l'avenir. Parfois, votre esprit insiste pour vous ramener encore et encore à des scènes qui se sont déjà produites, comme si le fait de revivre chaque détail pouvait réécrire l'histoire. Mais la vérité est que le passé ne bouge pas, ne change pas, ne s'adapte pas à vos lamentations. Ce qui est fait est fait. Peu importe que vous le répétiez dans votre tête, peu importe que vous essayiez de lui donner un sens différent, les faits ne vont pas changer. Et pendant que vous êtes coincé là, le présent passe et vous le laissez filer. D'un autre côté, le souci constant de ce qui va arriver est tout aussi paralysant. Vous pensez que réfléchir à tous les scénarios possibles vous préparera mieux, mais en réalité, tout ce que vous obtenez, c'est de vivre dans un état de tension qui épuise votre énergie et vous prive de la capacité de profiter du moment présent. L'ironie, c'est que la plupart du temps, ce que vous redoutiez tant ne se produit même pas, et vous finissez par vous épuiser pour des fantômes qui n'existaient que dans votre esprit. Lorsque votre esprit est occupé par ce que vous ne pouvez plus toucher et ce qui n'est pas encore arrivé, le seul moment où vous pouvez changer votre vie, cet instant présent, vous échappe. C'est comme si vous marchiez sur un pont en regardant tout le temps derrière vous ou devant vous, sans voir où vous mettez les pieds. Et c'est ainsi que vous trébuchez sur ce qui se trouve juste devant vous. La première étape consiste à accepter que le passé n'a pas plus de pouvoir que celui que vous lui accordez. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de comprendre que le revivre encore et encore ne le change pas. La seule chose que vous pouvez vraiment faire, c'est d'apprendre et d'utiliser cette expérience pour mieux agir maintenant. S'accrocher au passé, c'est comme essayer de ramer avec l'encre jetée. Peu importe les efforts que vous déployez, vous n'irez pas de l'avant. Il en va de même pour l'avenir. Vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez l'influencer que par vos actions dans le présent. L'inquiétude chronique est une illusion de contrôle.
comme si le fait de penser à toutes les variables pouvait garantir le résultat. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Ce que vous pouvez faire, c'est vous préparer, prendre des décisions conscientes et rester flexible pour vous adapter à ce qui vient. Et cela ne peut se faire qu'ici, dans le présent. Selon le stoïcisme, seul le présent est entre nos mains. Le passé est immuable et l'avenir incertain, mais cet instant est réel et actionnable. Pour vous concentrer sur le présent, commencez par entraîner votre attention. Observez ce qui vous entoure. Écoutez vraiment les gens quand ils vous parlent. Impliquez-vous à 100% dans la tâche que vous êtes en train de faire. Chaque fois que votre esprit tente de vous ramener vers le passé ou l'avenir, ramenez-le doucement mais fermement vers le présent. Ce n'est pas un exercice d'un jour. C'est une pratique quotidienne qui, avec le temps, vous redonne un sentiment de contrôle réel sur votre vie. Cela aide également à fixer des limites mentales. Si vous remarquez que vous tombez dans une spirale de pensée sur quelque chose qui s'est déjà produit, faites une pause physique. Levez-vous, marchez, respirez profondément. Changer de décor brise le cycle mental et vous rappelle que la vie continue en dehors de votre tête. Et si l'inquiétude pour l'avenir vous domine, concentrez-vous sur une action concrète que vous pouvez faire maintenant et qui vous rapproche du résultat souhaité. Se libérer du poids du passé et de l'anxiété pour l'avenir ne signifie pas que vous ne devez pas planifier ou réfléchir. Cela signifie que vous ne laissez pas ces deux forces vous entraîner au point de vous immobiliser. Le passé est votre maître, pas votre prison. L'avenir est votre possibilité, pas votre bourreau. Lorsque vous parvenez à vivre ainsi, la paix intérieure cesse d'être un concept abstrait et devient votre état naturel. Vous vous rendez compte que vous avez plus de clarté pour prendre des décisions, plus d'énergie pour agir et plus de présence pour profiter des petites choses que vous teniez auparavant pour acquises. Et c'est là que réside la clé. Le présent est la seule chose que vous pouvez vraiment perdre. Si vous le laissez passer en poursuivant les ombres du passé ou les craintes de l'avenir, vous le perdez pour toujours. Mais si vous l'embrassez, si vous l'utilisez, si vous le vivez vraiment, peu importe ce qui s'est passé ou ce qui va arriver, car vous aurez vécu pleinement le seul moment qui existe réellement. Celui-ci. Leçon 3. N'assumez pas des émotions qui ne vous appartiennent pas. Votre équilibre vaut plus que l'approbation des autres. Si vous passez votre vie à essayer de sauver tout le monde de ses problèmes émotionnels, tôt ou tard, vous finirez par sombrer avec eux. Non pas parce que vous n'avez pas de bonnes intentions, mais parce que porter un fardeau qui ne vous appartient pas épuise votre énergie, obscurcit votre lucidité et vous prive de votre paix intérieure. Certaines personnes, consciemment ou inconsciemment, deviennent des déversoirs permanents de leurs drames. Et si vous n'apprenez pas à mettre un frein à cela, vous absorberez des émotions qui ne sont pas les vôtres et qui vous empêcheront d'avancer. Soutenir quelqu'un ne signifie pas assumer sa douleur comme si c'était la vôtre. Cela signifie être présent, écouter, accompagner, mais sans devenir un réceptacle où tout ce qui est négatif s'accumule. Lorsque vous laissez les émotions des autres pénétrer et rester en vous, vous commencez à vivre leur vie à leur place. C'est alors que, sans vous en rendre compte, vos priorités se brouillent et vos limites s'estompent. Fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre et aussi du respect envers l'autre. Car lorsque vous refusez de porter un fardeau qui ne vous appartient pas, vous envoyez un message clair. Je vous fais confiance pour y arriver. Vous donnez à cette personne la possibilité de se renforcer au lieu de perpétuer sa dépendance affective. Sinon, non seulement vous vous épuisez, mais vous empêchez aussi son épanouissement. Il est essentiel de reconnaître les signes qui indiquent que vous en absorbez plus que vous ne pouvez en supporter. Cette sensation d'épuisement après avoir parlé à quelqu'un, cette mauvaise humeur sans raison apparente ou le sentiment que votre esprit reste prisonnier des problèmes de l'autre sont des indicateurs clairs que vous avez franchi une ligne invisible. À ce moment-là, votre tâche n'est pas de tenir bon, mais de prendre du recul
et de protéger votre espace émotionnel. Apprendre à dire « Je suis là pour toi, mais tu es responsable de tes émotions » est libérateur. Non pas parce que vous cessez de vous soucier de l'autre, mais parce que vous réalisez que la véritable aide ne consiste pas à porter quelqu'un, mais à lui apprendre à marcher. Cela demande de la fermeté, mais aussi de la compassion. Il ne s'agit pas de couper les liens, mais de les reconfigurer de manière à ne pas vous détruire dans le processus. N'oubliez pas que chaque fois que vous acceptez de porter un fardeau qui n'est pas le vôtre, vous dites non à votre bien-être, à votre concentration et à votre énergie. Or, ce sont là les outils dont vous avez besoin pour votre propre épanouissement. Personne ne peut vous offrir une vie épanouie si vous vous en privez vous-même en absorbant le chaos des autres. Selon le stoïcisme, la paix intérieure est inviolable et ne doit pas céder aux émotions extérieures. Votre esprit est votre domaine sacré. Pour préserver votre équilibre, commencez par pratiquer l'observation consciente. Demandez-vous chaque fois que quelqu'un vous fait part de ses problèmes. Est-ce quelque chose que je peux aider à résoudre ou est-ce quelque chose que je peux simplement accompagner? Si c'est la deuxième option, ne vous impliquez pas émotionnellement plus que nécessaire. Écouter n'est pas absorber et accompagner n'est pas porter un fardeau. Établir des limites fermes et aimantes est un art. Il ne s'agit pas d'ériger des murs froids, mais de marquer le terrain qui vous permet de rester vous-même sans être envahi. Par exemple, si quelqu'un vous appelle toujours pour déverser sa frustration, vous pouvez lui proposer de l'écouter pendant un temps limité ou lui suggérer de parler à un moment où vous êtes plus équilibré afin de ne pas vous épuiser. Il est également essentiel d'apprendre à vous retirer des conversations ou des environnements qui alimentent constamment les plaintes, le victimisme ou le drame. Vous n'êtes pas obligé de rester là où votre paix est sacrifiée. Les personnes qui vous apprécient vraiment comprendront et respecteront vos limites. Celles qui ne le font pas étaient probablement plus intéressées par ce qu'elles pouvaient obtenir de vous que par votre bien-être. Lorsque vous faites de votre paix une priorité, vous découvrez que vos relations changent. Vous n'attirez plus autant ceux qui cherchent un sauveur, mais plutôt ceux qui apprécient la réciprocité et la responsabilité émotionnelle. Vous commencez à profiter de relations plus équilibrées, où vous donnez et recevez sans vous sentir vidé. Et le mieux, c'est que votre énergie est libérée pour ce qui compte vraiment. Votre propre développement, vos objectifs, votre santé mentale. Car lorsque vous comprenez que les émotions des autres ne sont pas votre responsabilité, vous cessez de porter un fardeau qui ne vous appartient pas et vous commencez à avancer plus léger, plus libre et plus fidèle à vous-même. Leçon 4. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Le succès n'est pas un accident, ni un coup de chance qui tombe du ciel. Le succès est le résultat de la répétition quotidienne d'actions que personne ne voit souvent, qui sont rarement applaudies et qui ne sont presque jamais confortables. C'est pourquoi cette phrase est si percutante. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. C'est une façon de vous rappeler qu'il n'y a pas de raccourci, que chaque objectif atteint est le fruit d'heures d'efforts, de discipline et de sacrifices qui ne se négocient pas. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez d'attendre des résultats immédiats. Vous commencez à considérer vos progrès comme une construction et non comme une récompense qui vous est due. Les gens qui échouent ne le font généralement pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils abandonnent trop vite ou parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix nécessaire pour rester constants. Le travail quotidien, souvent répétitif, est ce qui forge votre caractère et renforce votre concentration. Chaque fois que vous vous sentez démotivé, rappelez-vous que l'envie est instable, mais que c'est la discipline qui vous soutient lorsque la motivation disparaît. Il est facile d'agir lorsque vous êtes inspiré, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est ce que vous faites lorsque vous ne l'êtes pas. Le succès n'est pas déterminé par ce que vous faites un jour, mais par ce que vous décidez de faire chaque jour, même en silence, même quand personne ne vous félicite. Il est également important de comprendre que travailler ne signifie pas seulement faire plus, mais faire mieux. La constance sans direction
peut se transformer en épuisement inutile. C'est pourquoi le travail qui mène au succès nécessite de la concentration, de savoir quelles tâches vous rapprochent réellement de votre objectif et lesquelles ne sont que des distractions déguisées en productivité. Concentrez-vous sur l'essentiel, éliminez ce qui n'apporte rien et vous verrez vos progrès s'accélérer. Il y aura des jours où vous aurez l'impression que les progrès sont minimes, presque invisibles, et c'est là que beaucoup abandonnent. Mais pensez à un agriculteur. Il ne récolte pas le jour où il sème. Entre les semailles et la récolte, il y a des soins, de la patience et un travail constant. Même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, il en va de même pour vos objectifs. Les fruits viennent à ceux qui restent fermes, quand rien ne semble se passer. Selon le stoïcisme, la véritable grandeur ne réside pas dans le résultat final, mais dans la force de continuer à travailler avec constance, sans dépendre d'une récompense immédiate. Se répéter cette phrase chaque jour est un rappel que vous n'avez pas le droit d'attendre sans faire les efforts nécessaires. Dans les moments de fatigue ou de doute, demandez-vous: est-ce que j'agis comme quelqu'un qui veut réussir ou comme quelqu'un qui en rêve seulement? Cette question, si vous y répondez honnêtement, vous remettra sur la bonne voie. Entourez-vous de personnes qui valorisent l'effort et pas seulement la réussite. Car lorsque vous vous entourez de personnes qui comprennent le processus, vous n'avez pas besoin de justifier pourquoi vous travaillez alors que les autres se reposent, ou pourquoi vous dites non à ce qui vous éloigne de votre objectif. Ces personnes seront un miroir qui vous rappellera que le travail acharné n'est pas un fardeau, mais un investissement. Vous devez également apprendre à célébrer les petits progrès. N'attendez pas d'avoir atteint votre objectif pour reconnaître vos progrès, car cela rendra le chemin interminable. Chaque pas est la preuve que vous faites votre part. Le reconnaître vous donnera l'énergie nécessaire pour continuer. Le succès n'est pas un objectif fixe, mais un état de progression constante. Il y aura toujours un nouveau niveau, un nouveau défi, une nouvelle occasion de vous surpasser. Et chacune de ces étapes exigera toujours la même chose, du travail, de la discipline et de la concentration. Alors la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler de formule miracle pour réussir, rappelez-vous que s'il existe un endroit où le succès précède le travail, c'est dans le dictionnaire et seulement là. Dans la vie réelle, l'ordre sera toujours d'abord l'effort, puis la récompense. Et lorsque vous l'acceptez, vous cessez d'attendre des miracles et vous commencez à obtenir des résultats. Leçon numéro 5. Si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, vous tomberez dans le plan de quelqu'un d'autre. Si vous ne prenez pas le temps de concevoir votre propre plan de vie, vous finirez inévitablement par suivre celui de quelqu'un d'autre. Et je vais vous dire une chose. Ce plan ne sera pas conçu pour que vous réussissiez, mais pour que vous serviez les intérêts de quelqu'un d'autre. Non pas parce qu'il y a toujours une mauvaise intention, mais parce que si vous ne décidez pas où vous allez, le monde décidera pour vous, et il vous mettra dans le rôle qui lui convient le mieux, pas dans celui que vous voulez. Lorsque vous n'avez pas de plan, vous tombez dans l'inertie et faites ce que les autres attendent de vous. Vous atteindrez peut-être vos objectifs, vous travaillerez dur, vous serez même applaudi, mais au fond de vous, vous ressentirez un vide, car vous ne construisez pas votre vie. Vous construisez celle de quelqu'un d'autre. Et le plus dangereux, c'est que cela peut prendre des années avant que vous ne vous en rendiez compte. Concevoir votre projet de vie ne signifie pas tout avoir résolu immédiatement. Cela signifie établir une direction claire. Demandez-vous ce que vous voulez accomplir, quel genre de personne vous voulez être, comment vous voulez que votre quotidien soit. Il ne s'agit pas seulement d'objectifs matériels, mais aussi de style de vie, de valeurs, de relations et de sens. Plus vous y voyez clair, moins vous risquez de finir par suivre une voie qui n'est pas la vôtre. Le problème, c'est que beaucoup de gens évitent de concevoir leur plan par peur. Peur de se tromper, peur que ce soit trop difficile, peur d'être déçus s'ils n'y parviennent pas. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ne pas décider, c'est décider. Et c'est décider mal.
car chaque jour que vous passez sans direction, vous avancez sur une voie qui ne vous mènera probablement pas là où vous rêvez d'aller. Avoir votre propre plan vous donne un filtre pour dire oui ou non aux opportunités. Sans ce filtre, tout ce qui vous semble bien vous séduira, et vous vous retrouverez à passer d'un projet à l'autre, d'un travail à l'autre, d'un rêve emprunté à un autre, sans construire quoi que ce soit de solide pour vous-même. Le plan n'a pas besoin d'être parfait. En fait, avec le temps, vous l'ajusterez, vous le corrigerez et vous le peaufinerez. Mais l'important, c'est qu'il existe, car un plan imparfait sera toujours mieux que de vivre à la dérive. Un plan est comme une carte. Le terrain peut changer, mais au moins vous saurez dans quelle direction aller. Selon le stoïcisme, celui qui ne gouverne pas sa route est gouverné par les circonstances, et perdre le contrôle de sa propre vie est la plus grande forme d'esclavage. Pour commencer à élaborer votre plan, divisez votre vie en plusieurs domaines: personnel, professionnel, émotionnel, spirituel, financier, physique. Ensuite, dans chacun d'eux, écrivez comment vous voulez vous voir dans 1, 3 et 5 ans. Ensuite, définissez les mesures concrètes à prendre pour vous rapprocher de cette vision. Soyez simple mais clair. Ne dites pas « je veux être en meilleure santé ». Dites plutôt « je vais m'entraîner 4 fois par semaine et améliorer mon alimentation en éliminant ce qui me prive d'énergie ». Une fois que vous avez votre plan, comportez-vous à la fois comme l'architecte et le constructeur de votre vie. Il ne suffit pas de concevoir, il faut aussi exécuter. Et c'est là que la discipline entre en jeu. Ne vous attendez pas à être motivé tous les jours, car cela n'arrivera pas. Ce qui arrivera, c'est que si vous êtes constant, un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que vous vivez déjà une grande partie de ce qui n'était autrefois qu'un projet dans votre cahier. Gardez à l'esprit que certaines personnes tenteront de vous détourner de votre objectif. Certaines le feront de manière subtile, en vous proposant quelque chose de mieux que votre projet. D'autres le feront en vous mettant directement sous pression. Mais si votre plan est bien défini, vous saurez quand dire non, sans vous sentir coupable. Un non ferme aujourd'hui est un oui énorme à votre vie future. Et le plus précieux, c'est que lorsque vous suivez votre propre plan, chaque victoire, aussi petite soit-elle, semble authentique. Vous ne suivez pas le scénario de quelqu'un d'autre, vous écrivez votre propre histoire. Cela procure une satisfaction qu'aucune reconnaissance extérieure ne peut égaler. Alors prenez le contrôle avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à votre place. Votre plan n'a pas besoin d'être parfait, il suffit qu'il soit le vôtre. Car si vous ne concevez pas votre vie, vous finirez par passer toute votre existence à construire celle d'un autre. Et vous vous réveillerez un jour en vous demandant pourquoi vous n'avez jamais vécu la vôtre. Leçon numéro 6. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des choses qui échappent à ton contrôle. Il y a des batailles qui ne peuvent être gagnées parce qu'elles ne doivent pas être menées. Et pourtant, nous passons des heures, des jours, voire des années à essayer de changer ce qui n'est tout simplement pas en notre pouvoir. Nous discutons avec la réalité comme si elle pouvait nous entendre, comme si elle pouvait s'adapter à nos plaintes. Mais la vérité est que lutter contre ce qui est hors de votre contrôle, c'est comme frapper l'eau. Vous ne lui faites pas de mal, vous vous épuisez seulement. Pensez au nombre de fois où vous avez perdu votre paix pour quelque chose que vous ne pouviez pas changer. Une décision prise par quelqu'un d'autre, la météo, une erreur du passé, une attitude qui ne dépend pas de vous. C'est comme si vous laissiez quelqu'un d'autre contrôler votre humeur, augmentant ou diminuant votre énergie à sa guise. Et le plus ironique, c'est que cette personne n'est souvent même pas consciente de ce qu'elle provoque chez vous. Chaque minute que vous passez à lutter contre l'inchangeable est une minute que vous ne consacrez pas à ce qui est sous votre influence. C'est là le piège. Pendant que vous vous épuisez à vouloir atteindre l'impossible, vous négligez le possible. Vous n'avez plus la force de changer ce que vous pourriez vraiment améliorer, car vous l'avez gaspillé à essayer de réécrire ce qui ne peut pas l'être. Apprendre à lâcher prise n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence émotionnelle. Cela signifie que vous reconnaissez où votre énergie est utile et où elle est perdue.
Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur ce qui se passe, mais de les ouvrir pour voir clairement ce qui relève de votre sphère d'action et ce qui n'en relève pas. Pour ce faire, commencez par vous poser une question clé, chaque fois que quelque chose vous dérange. Est-ce que cela relève de mon contrôle? Si la réponse est non, votre tâche n'est pas de vous battre, mais de vous adapter. Il ne s'agit pas de passivité, mais de stratégie. Lorsque vous acceptez que quelque chose ne dépend pas de vous, vous libérez de l'espace mental pour vous concentrer sur ce que vous pouvez changer, influencer ou construire. Cela ne signifie pas que c'est facile. Il y a des choses que vous aimeriez changer de toutes vos forces. Mais n'oubliez pas que votre pouvoir réside dans votre capacité à décider comment vous réagissez, et non dans votre capacité à forcer le monde à réagir comme vous le souhaitez. La souffrance inutile naît de l'attente que tout se conforme à vos désirs, et cela n'arrivera jamais. Selon le stoïcisme, la paix ne s'atteint pas lorsque vous contrôlez tout, mais lorsque vous cessez d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Un bon exercice consiste à dresser une liste de ce qui vous préoccupe et à la diviser en 2 colonnes, ce que vous pouvez changer et ce que vous ne pouvez pas changer. Le fait de le voir écrit vous oblige à être honnête. Vous vous rendrez souvent compte que 80% de vos préoccupations se trouvent dans la colonne des choses incontrôlables. Là, votre seul travail consiste à accepter, à vous adapter et à déplacer votre attention vers l'autre colonne. Un autre outil est la respiration consciente. Chaque fois que vous ressentez le besoin de lutter contre quelque chose que vous ne pouvez pas changer, arrêtez-vous, respirez profondément et répétez-vous « Cela ne dépend pas de moi ». Ce rappel ne fait pas disparaître le problème, mais il vous donne une perspective qui vous empêche de réagir de manière impulsive et épuisante. Vous devez également apprendre à vous fixer des limites internes. Parfois, ce que vous ne contrôlez pas n'est pas une situation ponctuelle, mais le comportement d'un proche. Vous pouvez choisir de ne pas participer à des discussions stériles, de ne pas vous laisser entraîner par des provocations, de ne pas continuer à expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas comprendre. C'est là que la maîtrise de soi devient votre meilleure arme. Lorsque vous y parvenez, quelque chose change. Votre énergie cesse de se disperser et se concentre sur ce qui compte vraiment. Vos actions commencent à porter leurs fruits, car elles sont désormais orientées vers des objectifs réalisables. Et vous découvrez que vous avez l'esprit plus clair, que vous êtes plus calme et que vous avez plus de force pour aller de l'avant. Car le véritable gaspillage n'est pas que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, mais que vous cessiez de travailler sur ce que vous pourriez transformer parce que vous vous battez contre ce qui ne changera jamais. Et lorsque vous cessez de lutter contre ce qui est hors de votre contrôle, vous ne devenez pas faible, vous devenez libre. Leçon numéro 7. Ne retenez pas votre souffle en attendant que les gens vous aiment comme vous les aimez. Attendre que quelqu'un vous aime avec la même intensité, le même dévouement ou de la même manière que vous l'aimez, c'est comme retenir votre souffle en attendant que le monde s'adapte à votre rythme. Non seulement c'est inutile, mais c'est aussi épuisant. Les gens aiment de différentes manières, avec différentes intensités, selon leur propre rythme et leurs propres limites. Et si vous conditionnez votre paix ou votre valeur à ce que les autres vous aiment exactement comme vous le souhaitez, vous vous enchaînez à une attente qui n'est pas sous votre contrôle. Beaucoup finissent par être frustrés parce qu'ils ont l'impression de donner plus qu'ils ne reçoivent. Mais ce sentiment vient du fait d'avoir transformé l'amour en une transaction. Je te donne pour que tu me donnes autant ou plus. Le problème, c'est que l'amour authentique ne fonctionne pas ainsi. Si vous aimez uniquement pour recevoir quelque chose en retour, ce n'est pas de l'amour, c'est de la négociation. Et la négociation, en matière d'affection, se termine souvent par une déception. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous aiment, mais vous pouvez contrôler la qualité de l'amour que vous offrez. Si votre attitude, votre affection et votre loyauté dépendent de ce que vous recevez, elles ne sont pas sincères, elles sont conditionnelles. Et l'ironie, c'est que les relations les plus épanouissantes sont celles où l'amour est donné librement,
sans compter, sans être constamment sur la défensive. Cela ne signifie pas accepter n'importe quoi ou rester là où vous n'êtes pas apprécié. Cela signifie comprendre que votre valeur ne se définit pas par l'amour que vous donnez, mais par la manière dont vous décidez d'aimer. Il y a une énorme différence entre donner librement et donner pour attirer l'attention. Le premier est une force, le second une dépendance. Les attentes rigides sont un poison silencieux. Elles créent du ressentiment lorsqu'elles ne sont pas satisfaites et déforment l'essence même du lien. C'est comme si vous posiez une condition invisible. Je t'aimerai tant que tu rempliras cette quote-part émotionnelle. Tôt ou tard, l'autre personne ressentira la pression et l'amour deviendra une obligation, et ce qui est une obligation cesse d'être libre. Selon le stoïcisme, la seule chose que tu peux contrôler, c'est ton propre esprit et tes actions. Le cœur des autres n'est jamais sous votre contrôle. Pour vivre des relations plus saines, pratiquez l'amour sans arrière-pensée. Faites l'exercice de donner quelque chose sans attendre de réponse. Un message, un geste, une attention, sans vérifier si vous obtenez quelque chose en retour. Cela entraîne votre esprit à apprécier l'acte d'aimer et non la récompense. Et si vous vous rendez compte que la relation ne fonctionne pas, que c'est toujours vous qui faites tout, alors la solution n'est pas d'exiger plus d'amour, mais de vous demander si vous voulez rester. Un amour sain se construit entre des personnes qui, sans être identiques dans leur façon de ressentir, se choisissent et prennent soin l'une de l'autre de manière libre et réciproque. Tout le monde ne pourra pas vous aimer comme vous le feriez, et c'est normal. L'objectif n'est pas d'uniformiser l'amour, mais de trouver une compatibilité et un équilibre. Si vous remarquez que vous passez votre temps à mesurer ce que vous donnez et ce que vous recevez, arrêtez-vous et posez-vous la question suivante. Suis-je en train d'aimer ou d'essayer d'acheter de l'amour? Cette question, bien que dérangeante, peut vous éviter des années d'usure. Il est également essentiel de travailler sur votre autonomie émotionnelle. Si vous dépendez de l'amour extérieur pour vous sentir valorisé, vous vivrez comme un mendiant affectif, toujours dans l'attente, toujours en train de supplier, toujours frustré. Mais si vous construisez un amour solide pour vous-même, vous pourrez donner sans crainte, car vous saurez que votre bien-être ne sera pas brisé si vous ne recevez pas ce que vous attendez. Lorsque vous cessez de retenir votre souffle, en attendant d'être aimé en retour, quelque chose change. Vous respirez, vous vous épanouissez, et vous commencez à interagir avec les autres par liberté et non par besoin. Cela ouvre la porte à des relations plus authentiques, où personne ne se sent obligé et où chacun se sent choisi. Alors souvenez-vous, aimez comme vous choisissez d'aimer, mais ne mettez pas votre paix entre les mains d'autrui. Car le véritable amour, celui qui n'étouffe pas, est celui qui se donne avec un cœur ouvert et les mains libres. Leçon 8. N'attendez pas d'atteindre votre objectif pour être fier de vous. Célébrez chaque pas que vous faites. Si vous ne vous autorisez à être fier que lorsque vous atteignez votre objectif final, vous vous privez de la joie, de tout le chemin qui vous y mène. Vivre ainsi, c'est comme escalader une montagne en ne regardant que le sommet, en ignorant la vue, l'air frais et chaque mètre déjà gravi. Le problème, c'est que si le sommet tarde à arriver, et c'est presque toujours le cas, vous passerez la majeure partie du temps à vous sentir incomplet, comme si vous n'étiez pas encore à la hauteur. Chaque pas que vous faites vers votre objectif est la preuve que vous avancez. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, ce n'est peut-être pas parfait, personne ne le voit, mais c'est quand même une victoire. Penser que seul le résultat compte, c'est oublier que ce résultat n'existerait pas sans les petits progrès qui le composent. Célébrer ces progrès n'est pas du conformisme, c'est un carburant émotionnel. L'erreur que beaucoup commettent est de penser que la motivation viendra d'elle-même lorsqu'ils auront atteint quelque chose de grand. Mais en réalité, la motivation se nourrit de la reconnaissance que vous avez déjà fait quelque chose aujourd'hui qui vous rapproche, même un peu, de votre objectif. Si vous ne célébrez pas vos progrès, votre esprit ne les enregistre pas
et vous commencez à avoir l'impression que rien ne change, que tous vos efforts sont vains. Lorsque vous apprenez à reconnaître vos progrès quotidiens, vous n'avez pas besoin d'attendre des mois ou des années pour ressentir de la satisfaction. Cette fierté quotidienne est ce qui vous permet de rester constant, même lorsque l'objectif semble lointain. Elle vous permet d'apprécier le processus, et un processus que l'on apprécie est beaucoup plus facile à maintenir dans le temps. Je ne dis pas que vous devez vous contenter de moins, mais plutôt que vous devez apprécier ce que vous construisez aujourd'hui, tout en continuant à avancer vers ce que vous voulez demain. Parfois, le succès ne vient pas d'un grand bond en avant, mais de centaines de petits pas qui, mis bout à bout, vous mènent plus loin que vous ne l'auriez imaginé. Selon le stoïcisme, la vertu réside dans le cheminement, et pas seulement dans la destination. Bien vivre, c'est agir correctement à chaque étape présente. Pour mettre cela en pratique, prenez l'habitude de reconnaître chaque jour vos progrès. Avant de vous endormir, demandez-vous « Qu'ai-je fait aujourd'hui qui m'a rapproché de mon objectif ?» Cela peut être quelque chose d'important, comme terminer un projet, ou quelque chose d'aussi simple que de consacrer 10 minutes à améliorer une compétence. Notez-le. Le fait de le noter empêche votre esprit d'oublier que vous progressez déjà. Vous pouvez également célébrer symboliquement ces réalisations. Accordez-vous un moment pour vous, écoutez votre chanson préférée, savourez un café dans le calme, faites quelque chose qui vous rappelle que ce que vous avez fait aujourd'hui est important. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le reconnaisse, car souvent, personne ne verra vos efforts. Apprenez à vous applaudir vous-même. Une autre clé est d'ajuster votre définition du progrès. Parfois, progresser signifie apprendre d'une erreur ou surmonter une tentation qui vous faisait reculer auparavant. Le simple fait d'avoir fait un meilleur choix aujourd'hui qu'hier est déjà une raison d'être fier. Cela change votre relation avec le temps. Lorsque vous ne célébrez pas le processus, tout semble lent et frustrant. Lorsque vous le célébrez, chaque jour a un sens. Vous vous réveillez avec plus d'enthousiasme, car vous savez que vous n'avez pas à attendre des années pour vous sentir gagnant. Vous pouvez déjà l'être aujourd'hui, même si vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Et surtout, célébrer chaque étape vous protège de l'abandon. La plupart des gens abandonnent non pas parce qu'ils ne peuvent pas y arriver, mais parce qu'ils ont l'impression de ne pas avancer suffisamment. En reconnaissant chaque petite réussite, vous vous prouvez constamment que vous avancez, et c'est ce qui vous donne la force de continuer. Alors, ne mettez pas votre fierté en pause jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Commencez à la ressentir dès maintenant, à chaque étape, à chaque effort, à chaque moment où vous avez choisi de continuer alors que vous auriez pu abandonner. Car si vous attendez d'être arrivé pour vous féliciter, vous aurez perdu l'occasion de profiter du voyage. Et le voyage est, en réalité, la plus grande partie de la vie. Leçon numéro 9. L'honnêteté est un cadeau précieux. Ne l'attendez pas de personnes mesquines. L'honnêteté est un cadeau coûteux, et c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous attendre à la recevoir de personnes qui n'en connaissent pas la valeur. Certaines personnes sont tellement habituées à mentir, à cacher ou à dire ce que l'autre veut entendre, que lorsqu'elles vous disent de la vérité, elles ne font en réalité que déguiser leurs mots pour leur propre convenance. Attendre de la sincérité de la part d'une telle personne, c'est comme attendre d'un voleur qu'il vous rende ce qu'il vous a volé. Ce n'est pas dans leur nature. L'honnêteté, ce n'est pas seulement dire ce que l'on pense. C'est avoir le courage de le faire même si cela dérange, même si cela n'apporte pas de bénéfices immédiats, même si cela implique que les autres ne vous regardent plus de la même façon. C'est pourquoi elle est si précieuse, parce qu'elle exige de l'intégrité. Et l'intégrité ne se feint pas. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez d'être déçu par les mensonges de personnes qui n'ont jamais prouvé qu'elles méritaient votre confiance. Le problème, c'est que nous idéalisons parfois les gens. Nous leur accordons une valeur qu'ils n'ont pas démontrée, puis nous sommes surpris lorsqu'ils ne répondent pas à nos attentes. Mais la réalité est que tout le monde n'est pas capable de payer le prix que l'honnêteté exige. Le courage, la cohérence et le respect. Pratiquer l'honnêteté
implique également un engagement envers soi-même. Vous ne pouvez pas exiger la transparence si vous jouez vous-même avec des demi-vérités ou si vous taisez ce que vous savez devoir dire. Être honnête n'est pas toujours facile, car cela peut entraîner des malaises et des conflits, mais c'est aussi ce qui permet d'éliminer de votre vie les personnes et les situations hypocrites. Chaque fois que vous choisissez de dire la vérité, vous construisez des relations sur des bases solides. Selon le stoïcisme, la vertu est au-dessus de la convenance, et la vérité est le fondement sur lequel se construit une vie honorable. Entourez-vous de personnes qui apprécient la vérité, même lorsqu'elle n'est pas agréable. Ceux qui osent vous dire ce que vous avez besoin d'entendre et non ce que vous voulez entendre sont ceux qui se soucient vraiment de vous. Ils comprennent que l'honnêteté est un acte de respect et non de cruauté. Pour appliquer cela dans votre vie, commencez par observer les réactions des gens lorsque vous êtes sincère. Ceux qui vous respectent resteront, même si votre franchise les met mal à l'aise. Ceux qui ne recherchent que la complaisance s'éloigneront, et c'est très bien ainsi, car l'honnêteté, comme tout ce qui a de la valeur, attire ceux qui la méritent et repousse ceux qui ne la méritent pas. Il est également important d'établir des limites claires avec ceux dont vous avez déjà constaté qu'ils ne sont pas honnêtes. Il ne s'agit pas de les détester, mais de ne pas placer votre confiance entre des mains peu sûres. Cessez de révéler vos projets à ceux qui les déforment, de demander l'avis de ceux qui ne savent pas dire la vérité, d'ouvrir votre cœur à ceux qui ont déjà prouvé qu'ils n'en prenaient pas soin. N'oubliez pas que l'honnêteté renforce non seulement vos relations avec les autres, mais aussi avec vous-même. Se mentir à soi-même, minimiser ses erreurs ou inventer des excuses pour se justifier est un sabotage silencieux qui détruit l'estime de soi. Se regarder dans le miroir et savoir que l'on vit en accord avec ses principes est une paix qu'aucun mensonge ne peut acheter. Lorsque l'on commence à pratiquer l'honnêteté comme une habitude, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez de perdre votre temps avec des personnes qui vivent dans le mensonge. Vos relations deviennent moins nombreuses, mais beaucoup plus profondes. Le filtre que la vérité crée autour de vous est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir. Alors, souvenez-vous, l'honnêteté coûte cher, car elle exige quelque chose que peu de gens sont prêts à donner. Ne la donnez pas à n'importe qui. Ne l'attendez pas de ceux qui ne savent pas l'apprécier et ne la trahissez jamais en vous-même. Car lorsque vous choisissez de vivre dans la vérité, vous vous libérez du poids de maintenir les apparences et vous commencez à attirer ceux qui ont également décidé de vivre ainsi. C'est là, et seulement là, que les relations deviennent authentiques, solides et dignes de votre confiance. Leçon 10. Si vous pouvez faire ce que vous faites le mieux et être heureux, vous serez plus avancé dans la vie que la plupart des gens. Si vous pouvez vous lever chaque jour et vous consacrer à ce que vous faites le mieux et que cela vous rend heureux, vous êtes déjà en avance sur la plupart des gens. Car beaucoup de gens vivent prisonniers d'emplois, de routines et de responsabilités qui ne les inspirent pas, qui ne nourrissent pas leur esprit, qui ne servent qu'à survivre, mais pas à vivre. Et le plus triste, c'est qu'ils acceptent cette vie, comme si c'était la seule option possible. Le véritable succès ne se mesure pas toujours en chiffres, en titres ou en biens matériels. Le véritable succès, c'est de pouvoir dire « Je vis en accord avec qui je suis, avec ce que j'aime, avec ce qui me passionne ». C'est le sentiment que vos journées ont un sens, que votre temps n'est pas seulement un compte à rebours, mais un espace pour créer, apporter et profiter. La plupart des gens vivent avec la conviction qu'il faut d'abord se sacrifier pendant des années dans quelque chose qu'ils n'aiment pas pour ensuite, peut-être, faire ce qu'ils aiment. Mais cette mentalité repousse le bonheur, le laisse toujours pour un avenir incertain. La réalité est que si vous ne cherchez pas à intégrer ce que vous aimez dans votre vie maintenant, le temps passera et il y aura toujours une excuse pour ne pas le faire. Découvrir ce que vous savez faire le mieux et ce que vous aimez vraiment n'est pas un luxe, c'est une nécessité si vous voulez vivre pleinement. Cela ne deviendra peut-être pas immédiatement votre gagne-pain, mais cela peut faire partie de votre vie quotidienne,
Et, avec le temps, si vous êtes constant et stratégique, cela peut devenir votre principale source de revenus et de satisfaction. Selon le stoïcisme, la véritable richesse consiste à vivre en accord avec sa nature, en agissant conformément à ses vertus et à ses talents. Pour appliquer cela, vous devez d'abord vous connaître vous-même. Dressez une liste des activités qui vous font perdre la notion du temps, des compétences que les autres reconnaissent en vous, de ce que vous feriez même si vous n'étiez pas payé. Vous y trouverez des indices très clairs sur votre chemin. Ensuite, trouvez le moyen de leur faire une place dans votre journée, même si ce n'est que quelques minutes. C'est la constance qui transforme une passion en pilier de votre vie. N'attendez pas que tout soit parfait pour commencer. Souvent, l'idée que ce n'est pas encore le moment n'est qu'une excuse déguisée en prudence. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes, et ajustez au fur et à mesure. C'est l'action qui clarifie les choses, pas l'inverse. Vous devez également vous entourer de personnes qui comprennent et respectent votre cheminement. Il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas et qui voudront vous ramener vers la sécurité ou la normalité. Mais n'oubliez pas que leur vision de la vie n'est pas nécessairement la vôtre. Si vous écoutez trop ces voix, vous finirez par vivre la vie qu'ils veulent et non celle que vous désirez. Élaborez un plan qui allie passion et responsabilité. Il ne s'agit pas de tout abandonner d'un coup, mais de construire un pont entre votre présent et la vie que vous souhaitez. Chaque projet que vous lancez, chaque relation que vous nouez, chaque apprentissage que vous acquérez, vous rapproche un peu plus du moment où votre talent et votre bonheur deviendront votre mode de vie. Et voici le secret. Lorsque vous faites ce que vous aimez, votre énergie se multiplie. Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais que les difficultés auront moins d'importance, car votre objectif est plus fort que n'importe quel obstacle. La plupart des gens abandonnent non pas parce que c'est trop difficile, mais parce qu'ils ne sont pas vraiment passionnés par ce qu'ils font. Si vous parvenez à consacrer une partie de votre journée à ce qui vous passionne et à ce que vous faites bien, votre vie commencera à changer. Vous n'aurez plus à attendre le week-end pour vous sentir vivant, ni la fin de vos objectifs pour vous sentir accompli. Vous vivrez chaque jour avec un but, et c'est quelque chose que l'argent seul ne pourra jamais acheter. Alors, cessez de remettre votre bonheur à plus tard. Commencez dès aujourd'hui à faire de la place pour ce que vous faites le mieux, pour ce qui vous donne de l'énergie, pour ce qui vous rappelle que vous êtes en vie. Car si vous parvenez à allier votre talent à votre joie, vous aurez atteint l'une des formes les plus pures et les plus puissantes de réussite qui soit. Et là, sans vous en rendre compte, vous serez déjà en avance sur la plupart des gens. Leçon 11. La seule fois où vous devez regarder en arrière, c'est pour voir le chemin parcouru. La seule fois où vous devez regarder en arrière, c'est pour reconnaître le chemin parcouru. Car si vous le faites pour vous lamenter, pour revivre vos erreurs ou pour rester prisonnier de ce qui aurait pu être, vous gaspillez l'énergie dont vous avez besoin pour continuer à avancer. Le passé, lorsqu'il devient un boulet, freine votre croissance, mais lorsque vous l'utilisez comme miroir de vos progrès, il se transforme en source de force. Pensez à tout ce que vous avez traversé. Il y a eu des moments où vous ne saviez pas si vous alliez vous en sortir. Des situations qui semblaient impossibles à surmonter. Des jours où vous pensiez ne pas avoir la force suffisante. Et pourtant, vous êtes là. Cela signifie que vous avez grandi, que vous avez appris, que vous n'êtes plus la même personne qui s'est engagée sur cette voie. Regarder en arrière pour mesurer vos progrès est un acte de gratitude et de reconnaissance envers vous-même. Il ne s'agit pas de gonfler votre ego, mais de vous rappeler que ce à quoi vous êtes confronté aujourd'hui ne vous trouve pas faible ou sans ressources, mais avec l'expérience et la résilience que vous avez construites pas à pas. Beaucoup de gens se sabotent en restant prisonniers du passé, en repassant mentalement des scènes douloureuses ou des erreurs commises. Mais cela ne change rien à ce qui s'est passé. Cela ne fait que prolonger la souffrance. La clé est de changer d'intention, de regarder en arrière non pas pour y vivre, mais pour en tirer ce qui vous sert et aller de l'avant plus fort et plus sage. Selon le stoïcisme,
Le passé est immuable, mais ces leçons sont des outils pour agir avec plus de vertu et de sagesse dans le présent. Une façon pratique d'appliquer cela est de tenir un registre de vos progrès. Notez ce que vous avez accompli, même si cela semble insignifiant, les habitudes que vous avez conservées, les peurs que vous avez surmontées, les décisions que vous évitiez auparavant. Les jours difficiles, relire ces notes vous rappellera que vous avez déjà surmonté des défis et que vous pouvez le faire à nouveau. Un autre outil est la réflexion consciente. Consacrez un moment chaque semaine ou chaque mois à passer en revue votre parcours, non pas pour chercher des reproches, mais pour reconnaître vos réussites et vos apprentissages. Demandez-vous, qu'ai-je bien fait? Que puis-je améliorer? Qu'est-ce que cette expérience m'a appris? Cela transforme le passé en un maître et non en une prison. Il est également important d'éviter les comparaisons avec la version idéalisée de vous-même que vous pensez devoir être. La comparaison la plus utile est celle avec vous-même, entre ce que vous étiez avant et ce que vous êtes maintenant. C'est là que se mesure réellement votre progrès. Lorsque vous regardez en arrière avec cette approche, quelque chose change. Vous cessez de penser que tous vos efforts sont invisibles et vous commencez à remarquer que, même si vous ne le voyez pas toujours au quotidien, vous avez progressé. Et cette certitude vous donne la motivation nécessaire pour continuer à construire, même lorsque les résultats finaux ne sont pas encore visibles. N'oubliez pas que la vie est une somme de petits pas. Si vous ne valorisez que la fin du chemin, vous perdrez la satisfaction de chaque étape déjà franchie. Mais si vous reconnaissez chaque progrès, aussi minime soit-il, vous aurez toujours une raison de continuer à aller de l'avant. Regarder en arrière de manière saine vous aide également à renforcer votre confiance. Cela vous montre que vous avez déjà relevé des défis et que, même s'ils semblaient insurmontables à l'époque, vous les avez surmontés. Cela vous prépare mentalement à ce qui vous attend, car cela vous rappelle que votre capacité d'adaptation et de dépassement a déjà été prouvée. La prochaine fois que vous sentirez que vous n'en pouvez plus, arrêtez-vous un instant et regardez en arrière. Mais pas pour revivre vos blessures. Considérez cela comme si vous regardiez une carte avec le chemin déjà parcouru. Vous verrez que cela n'a pas été facile, qu'il y a eu des virages et des montées. Mais vous verrez aussi que vous avez avancé plus que vous ne le pensiez. Et quand vous comprenez cela, le passé cesse d'être un poids et devient un élan. Car chaque fois que vous regardez en arrière et voyez le chemin parcouru, vous réalisez que ce qui vous attend n'est pas un mur, mais une autre étape que vous pourrez également franchir. Leçon 12. Rien n'est irremplaçable. Rien n'est irremplaçable. Même si cela semble dur, c'est une vérité que peu de gens veulent accepter. Les personnes, les moments, les emplois, les relations, les lieux, tout dans la vie est en constante évolution et rien ne reste jamais pareil. Parfois, nous perdons par choix, d'autres fois par circonstance, mais au final, la vie continue avec ou sans ce à quoi nous nous accrochions. Le problème, c'est que beaucoup vivent comme si ce qu'ils avaient était éternel, comme si les personnes qu'ils aiment allaient toujours être là, comme si les situations favorables ne pouvaient pas changer. Et lorsque la réalité nous frappe, la douleur est d'autant plus grande que nous souffrons non seulement de la perte, mais aussi de l'attachement excessif que nous avions développé. Accepter que rien n'est irremplaçable ne signifie pas vivre froidement ou sans amour, mais comprendre que tout a un cycle, aimer en pleine conscience, profiter du moment présent en sachant qu'il est unique et qu'il n'y a aucune garantie qu'il se reproduise. C'est donner le meilleur de soi-même tant que cela dure, mais être prêt à lâcher prise le moment venu. Beaucoup pensent que s'ils laissent partir quelque chose ou quelqu'un, ils ne trouveront jamais rien de pareil. Et ils ont probablement raison. Ils ne trouveront pas quelque chose de pareil, mais quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut aussi avoir de la valeur s'ils sont ouverts à le recevoir. Le problème est qu'en s'accrochant à ce qui n'est plus là, ils ferment la porte à ce qui pourrait arriver. Selon le stoïcisme, résister à la nature changeante de la vie est source de souffrance. La paix vient en acceptant l'impermanence et en s'y adaptant. Pour y parvenir, il faut entraîner son esprit à ne pas dépendre émotionnellement d'une seule source de bien-être.
Si tout votre sentiment de sécurité ou de bonheur dépend d'une personne, d'un travail ou d'une situation, vous serez constamment en danger. Diversifiez vos sources de joie. Investissez dans votre développement personnel. Prenez soin de plusieurs relations. Développez vos propres centres d'intérêt. Il est également essentiel de pratiquer le détachement conscient. Il ne s'agit pas de cesser d'aimer, mais d'aimer librement, sans chaîne. Dans une relation, cela signifie par exemple profiter de la personne et prendre soin d'elle sans vivre dans la peur constante de la perdre, ni essayer de la contrôler pour éviter cela. Quand quelque chose ou quelqu'un s'en va, il est normal de ressentir de la tristesse. Mais vous ne pouvez pas laisser ce vide devenir un trou permanent. Remplissez-le de nouvelles expériences, d'apprentissage et de relations. Le temps n'efface pas ce qui a été, mais il vous donne la possibilité de créer ce qui sera. Une autre façon de renforcer cet état d'esprit est de vous rappeler que même vous-même changez constamment. Vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 5 ans et vous ne penserez pas de la même manière dans 5 ans. Si vous changez, il est naturel que tout le reste change avec vous. S'adapter, c'est aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est vivre. La résilience naît lorsque vous cessez de craindre les fins et commencez à les considérer comme des transformations. Ce qui se termine aujourd'hui peut devenir demain le point de départ de quelque chose de mieux. Ce qui semble aujourd'hui être une perte irremplaçable peut demain vous révéler des forces que vous ne soupçonniez pas. Vivre en sachant que rien n'est irremplaçable vous fait également apprécier davantage ce que vous avez maintenant. Lorsque vous comprenez que les gens peuvent partir, que les moments sont éphémères et que les occasions ne se présentent pas toujours, vous commencez à en profiter pleinement. Vous dites ce que vous ressentez, vous profitez du présent et vous ne remettez pas à plus tard ce qui est important. La vie ne s'arrête pas à cause de ce que vous perdez, elle continue toujours et vous pouvez choisir de la poursuivre ou de rester ancré dans ce qui n'existe plus. Résister retarde votre progression. S'adapter vous permet de vous transformer. Alors, au lieu de gaspiller votre énergie à essayer d'éviter l'inévitable, utilisez-la pour vous renforcer, pour apprendre et pour vous ouvrir à la nouveauté. Car lorsque vous comprenez que rien n'est irremplaçable, vous cessez de vivre dans la peur de perdre et vous commencez à vivre avec la certitude que vous pourrez toujours recommencer. Leçon 13. De tous les mots tristes, les plus déchirants sont « ça aurait pu être ». De tous les mots tristes qui existent, les plus lourds, les plus amers sont « ça aurait pu être ». Car ces 3 mots ne parlent pas de quelque chose que vous avez perdu, mais de quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Ils ne décrivent pas une défaite après avoir essayé, mais l'absence totale d'action, le vide laissé par le fait de ne pas avoir osé. L'échec fait mal, certes, mais au moins, il vous laisse la paix de savoir que vous avez essayé, que vous vous êtes battu, que vous vous êtes investi. Le regret de ne pas l'avoir fait est différent. Il est silencieux, corrosif, et il ne disparaît pas. Il vous accompagne chaque fois que vous pensez à cette occasion que vous avez laissée passer, à ce rêve que vous avez rangé dans un tiroir, à ce mot que vous n'avez jamais dit. La plupart des gens ne regrettent pas tant les fois où ils ont échoué que les fois où ils sont restés immobiles, justifiant leur inaction par des excuses. Ce n'était pas le moment. Je n'étais pas prêt. Peut-être plus tard. Et la vérité, c'est que ce plus tard n'arrive souvent jamais. Ne rien faire pour éviter un éventuel échec est en soi un moyen sûr d'échouer. L'action est le seul antidote contre le poison du « ça aurait pu être ». Même si vous n'obtenez pas exactement ce que vous vouliez, même si le résultat est différent de celui escompté, vous aurez au moins la satisfaction d'avoir essayé, et c'est infiniment mieux que de rester dans l'incertitude éternelle de ce qui aurait pu se passer. Selon le stoïcisme, la vie ne se mesure pas à ce que nous imaginons, mais à ce que nous faisons. L'action vertueuse est préférable à l'inaction craintive. Pour appliquer cela, commencez par vous demander « Qu'est-ce que je repousse par peur, par commodité ou par insécurité ?» Faites une liste et choisissez l'une de ces choses sur laquelle vous allez agir aujourd'hui, pas demain. Commencez par quelque chose de petit
un appel, un email, un premier pas qui brise l'inertie. L'essentiel est de bouger. Il est également important de changer votre rapport au risque. Le risque n'est pas l'ennemi. Le véritable ennemi est la passivité. Oui, agir peut vous apporter de l'inconfort, voire des pertes. Mais ne pas agir vous garantit de perdre quelque chose d'encore plus précieux. L'opportunité de vivre une expérience qui aurait pu vous changer. La peur du qu'en dira-t-on est un autre frein à l'action. Combien de rêves ne voient jamais le jour par crainte de la critique ou du ridicule? N'oubliez pas que les gens auront toujours quelque chose à dire, que vous agissiez ou non. Au final, c'est vous qui vivez avec votre décision, pas eux. Commencez à vous voir comme quelqu'un qui préfère une vie pleine d'essais à une vie pleine de oui. Une vie où vous pouvez regarder en arrière avec la certitude que, même si beaucoup de choses ne se sont pas passées comme vous le pensiez, rien n'a été laissé de côté par lâcheté ou paresse. Agir constamment, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats, vous entraîne à prendre l'initiative sans attendre de garantie. C'est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus cela devient naturel. Et avec le temps, cette façon de vivre vous éloigne des regrets et vous rapproche d'une vie plus riche, plus authentique et plus vôtre. La prochaine fois que vous serez tenté d'attendre le moment idéal, rappelez-vous que ce moment n'existe que rarement. Le temps ne s'arrêtera pas pour vous permettre d'être prêt. La vie continuera de courir et emportera avec elle les occasions que vous aurez laissées passer. Ne laissez pas votre histoire se remplir de chapitres que vous n'avez jamais écrits. Faites ce que vous avez à faire aujourd'hui, même si c'est imparfait, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Car lorsque la fin arrivera, il sera beaucoup plus facile d'accepter les cicatrices de vos tentatives que de porter le poids insupportable des choses que vous n'avez jamais osé faire. Que vous n'ayez jamais à dire « ça aurait pu être » d'une voix brisée. Que vous puissiez toujours dire « j'ai essayé » avec le cœur en paix. Leçon 14. Ne baissez jamais la tête. Gardez-la toujours haute. Regardez le monde droit dans les yeux. Ne baissez jamais la tête, car chaque fois que vous le faites, même pour une seconde, vous envoyez au monde et à vous-même le message que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Marcher la tête haute n'est pas seulement un geste physique, c'est une déclaration silencieuse de respect de soi, de force intérieure et du fait que tu sais que tu mérites d'être là, d'occuper ta place. Lorsque tu baisses les yeux par manque de confiance en toi, ton corps parle avant tes mots et les autres le perçoivent. Votre posture, la façon dont vous vous présentez au monde, influence directement la façon dont les autres vous traitent et surtout la façon dont vous vous traitez vous-même. Le langage corporel ne ment pas. Les épaules voûtées et le regard baissé traduisent l'insécurité, tandis qu'un dos droit, un menton ferme et un regard franc transmettent présence et confiance. Garder la tête haute n'est pas un signe d'arrogance, mais de dignité. Il ne s'agit pas de regarder les autres de haut, mais de les regarder directement dans les yeux, avec la sérénité de celui qui sait qui il est et ce qu'il vaut. Ce simple geste peut changer votre façon d'aborder les conversations, les entretiens, les défis ou même les conflits. La confiance ne vient pas toujours du sentiment de sécurité. Elle se construit souvent à travers ces petits gestes répétés. Le corps et l'esprit sont liés. Si vous adoptez une posture forte, votre esprit commence à s'aligner sur cette image et à y croire. Et si vous répétez cela suffisamment souvent, ce ne sera plus seulement une pause, cela fera partie de vous. Selon le stoïcisme, la véritable confiance vient de la cohérence entre ce que vous pensez, dites et faites. Une posture ferme reflète une force intérieure. Pour appliquer cela, faites-le consciemment. Chaque fois que vous entrez dans une pièce, redressez votre dos, levez la tête et regardez devant vous. Ne vous cachez pas derrière votre téléphone pour éviter le contact visuel. Ne marchez pas rapidement, comme si vous vouliez disparaître. Au contraire, déplacez-vous calmement, comme quelqu'un qui a le droit d'être là. Dans les conversations, regardez les gens dans les yeux, sans hésiter. Il ne s'agit pas de fixer le regard de manière inconfortable, mais de montrer
que vous êtes présent et sûr de vous. Même si vous vous sentez nerveux à l'intérieur, le fait de maintenir votre regard et votre posture peut tromper votre cerveau et l'amener à se calmer et à projeter une image sereine. La pratique quotidienne aide également. Vous pouvez vous entraîner devant un miroir. Observez comment votre image change lorsque vous voûtez les épaules et baissez les yeux, puis comparez-la à une posture droite et le menton relevé. Cette différence n'est pas seulement esthétique, elle change l'énergie que vous dégagez. Il est normal que vous vous sentiez bizarre au début, surtout si vous avez l'habitude de marcher la tête baissée depuis des années par habitude ou par timidité. Mais plus vous vous entraînerez, plus cela deviendra naturel, et petit à petit, vous remarquerez des changements. Vous serez traité avec plus de respect par les autres, vous serez plus ouvert dans vos interactions, et surtout, vous ressentirez une sécurité intérieure que vous n'aviez pas auparavant. Marcher la tête haute est aussi une forme de résistance. C'est dire au monde que même si vous avez des problèmes, des peurs ou des insécurités, vous ne vous laisserez pas abattre. C'est rester ferme même les jours où la vie vous pèse, car vous savez que votre attitude est votre première ligne de défense contre l'adversité. N'oubliez pas que les personnes qui inspirent le respect ne sont pas celles qui crient le plus fort, mais celles qui transmettent leur force en silence. Une bonne posture, un regard direct et une présence assurée sont des outils puissants qui ne coûtent rien, mais qui valent beaucoup. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de vous recroqueviller ou de baisser la tête, rappelez-vous que votre posture est votre carte de visite. Tenez-vous droit, regardez devant vous et faites savoir au monde entier sans prononcer un seul mot que vous savez qui vous êtes et que vous n'avez pas peur de le montrer. Car lorsque vous marchez la tête haute, vous ne projetez pas seulement de la confiance, vous la créez. Leçon 15. C'est dans nos rêves et nos aspirations que nous trouvons des opportunités. C'est dans nos rêves et nos aspirations que se cachent les portes qui nous mènent aux plus grandes opportunités de notre vie. Elles ne sont pas toujours visibles au début. Elles semblent parfois lointaines, voire impossibles. Mais si vous osez vous diriger vers elles, elles s'ouvrent au bon moment. Vos rêves ne sont pas de simples fantasmes. Ils sont des indices de ce que votre âme sait que vous pouvez devenir. Chaque fois que vous ignorez un rêve par peur, par commodité, ou parce que vous pensez qu'il n'est pas réaliste, vous fermez une porte avant même de l'avoir touché. Mais lorsque vous décidez de le poursuivre, même si vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous commencez à trouver des chemins, des personnes et des moments que vous n'auriez jamais connus en restant dans votre zone de confort. Les rêves ont ce pouvoir. Ils font évoluer votre vie dans des directions que vous n'auriez jamais imaginées. Vous pouvez commencer par poursuivre un objectif et finir par découvrir quelque chose de totalement différent, mais tout aussi précieux, voire plus. L'important, c'est que le mouvement commence lorsque vous décidez de faire le premier pas. Le problème, c'est que beaucoup de gens attendent que toutes les conditions soient réunies pour se lancer, et ce moment arrive rarement. Le chemin vers les opportunités se construit en marchant, pas en attendant, et c'est en marchant que les portes apparaissent, pas avant. Selon le stoïcisme, le but et l'action alignés sur la vertu sont les forces qui transforment l'intention en destin. Le rêve sans action se flétrit, mais le rêve travaillé ouvre des voies. Pour appliquer cela, la première étape consiste à identifier ce dont vous rêvez vraiment, non pas ce que les autres attendent de vous, ni ce qui semble le plus facile, mais ce qui allume quelque chose en vous. Dressez une liste honnête des objectifs que vous avez gardés pendant des années, même ceux qui semblent trop ambitieux. Ensuite, divisez-les en petites actions réalisables. Si votre rêve est d'écrire un livre, ne commencez pas par penser à 300 pages. Commencez par écrire une page par jour. Si vous voulez créer votre entreprise, n'attendez pas d'avoir tout le capital nécessaire. Commencez par apprendre, planifier et créer à petite échelle. Chaque étape est une clé qui peut ouvrir la porte suivante. Il est essentiel de rester déterminé, même lorsque les résultats se font attendre. Ce n'est pas parce qu'une opportunité ne se présente pas rapidement qu'elle n'existe pas. Peut-être n'avez-vous tout simplement pas encore trouvé la bonne porte.
C'est là que la persévérance distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Vous devez également être ouvert aux opportunités qui ne correspondent pas exactement à ce que vous aviez imaginé. Parfois, le chemin qui mène à votre rêve principal passe par des projets, des emplois ou des expériences qui semblent sans rapport, mais qui vous apportent des compétences, des contacts ou des perspectives qui s'avéreront ensuite essentielles. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent à aller de l'avant. L'énergie de ceux qui poursuivent également leurs rêves vous rappelle que vous n'êtes pas seul sur le chemin et que les opportunités se multiplient lorsque vous évoluez dans des environnements propices à la croissance. N'oubliez pas que les plus grandes opportunités se présentent souvent sous la forme de défis. Vous devrez peut-être traverser des moments difficiles avant d'atteindre quelque chose de précieux, mais ces moments font partie de la préparation. Chaque obstacle que vous surmontez vous rend capable de saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente. Et surtout, comprenez que la valeur d'un rêve ne réside pas seulement dans sa réalisation, mais dans ce qu'il fait de vous pendant que vous le poursuivez. Le processus vous apprend la discipline, la patience, la créativité et la résilience. Même si vous vous retrouvez dans un endroit différent de celui que vous aviez imaginé, vous aurez grandi davantage que si vous étiez resté immobile, alors n'ignorez pas cette petite voix intérieure qui vous dit où aller. Ne remettez pas à plus tard ce que votre cœur sait que vous devez essayer. Commencez dès aujourd'hui, même si ce n'est qu'un petit pas, car ce pas peut être le début d'une série de portes que vous ne pouvez même pas encore voir. Vos rêves recèlent des opportunités qui peuvent tout changer, mais seulement si vous avez le courage d'aller les chercher. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela en dit déjà long sur vous. Cela signifie que vous avez la détermination et la discipline que beaucoup ne sont pas prêts à avoir. Maintenant, je veux que vous renforciez cet engagement. Allez dans les commentaires et écrivez à nouveau. Aujourd'hui, je décide de mon destin. Je suis stoïque. Faites-le pour que cela reste gravé dans votre esprit, pour que votre changement ne soit pas seulement une intention, mais une action. Et si vous êtes là à la fin, félicitez-vous. Félicitez-vous d'être sur la bonne voie, d'investir du temps dans ce que vous avez de plus précieux, votre mentalité. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une décision. Aimez cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a apporté quelque chose et abonnez-vous pour continuer à recevoir du contenu qui renforcera votre esprit et votre caractère. Continuons à construire ensemble un état d'esprit inébranlable, pas à pas, jour après jour.